Juste avant de commencer la vidéo les amis, j'ai une question à vous poser. Avez-vous été déçu par vos cadeaux de Noël? Votre grand-mère vous a-t-elle offert pour la 15e fois le fameux coffret rouge Scorpio? Et votre tante le classique agenda? Figurez-vous que les meilleurs cadeaux, c'est parfois ceux qu'on s'offre à soi-même. Et permettez-moi donc de vous présenter le sponsor de cette vidéo, Oli. Oli, c'est une super marque de boissons qui compte 4 catégories de produits principaux. Boissons énergisantes, iced tea, hydratation et la toute nouvelle milkshake, qui a l'air franchement cool. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Tu aimes le classique iced tea à la pêche? Oli a ça. Tu veux tester une boisson énergisante pomme au four? Oli a ça aussi. Franchement, ils ont tout un tas de saveurs et je n'ai jamais vu ça autre part. C'est super simple à faire. Vous avez juste besoin d'eau et d'une portion de Oli. Vous mettez tout ça dans un shaker, vous secouez et c'est prêt. Ce que j'aime bien perso, c'est les packs découvertes, parce que ça vous permet de tester un petit peu de tout. En ce moment d'ailleurs, ils ont une super offre du Nouvel An. Si vous achetez le starter set de luxe, vous avez également une bouteille en verre offerte. Une dernière chose, choisir Oli, ça vous permet de faire un choix écologique et économique à la fois. Si vous achetez un gros pot comme celui-ci, ça vous fait à peu près 80 centimes la portion. Et forcément, c'est mieux que d'acheter des bouteilles d'iced tea en supermarché. Pour vous faire plaisir en cette nouvelle année, Oli et moi on vous offre non pas un, mais 2 codes promo. Un premier, PADOC 5, pour profiter de 5 € de réduction sur votre première commande et la livraison est offerte. Le deuxième code promo est le code PADOC, qui vous offre 10% de réduction sur toutes vos commandes suivantes, pour toujours, littéralement. En toute transparence, je touche une commission à la vente, et donc ça vous permet de supporter la chaîne. Merci à vous et merci à Oli, on est parti pour le reste de la vidéo. Il reste précisément 50 jours avant que la Formule 1 ne reprenne ses droits. 50, c'est aussi l'âge qu'aura Lewis Hamilton dans exactement 10 ans, puisqu'il fête aujourd'hui ses 40 ans. On lui souhaite bien sûr un joyeux anniversaire, en espérant pour lui une longue et fructueuse carrière chez Ferrari. Et alors que tout le monde attend impatiemment de le voir enfin sous ses nouvelles couleurs, il semblerait qu'il soit déjà très actif en coulisses. Cette vidéo aujourd'hui a pour but de revenir sur plusieurs actualités qui m'ont marqué pendant cette intersaison. Car si la Formule 1 est pour le moment quelque peu silencieuse, j'ai vu passer différents articles dans la presse qui ont suscité mon intérêt. Vous l'aurez compris, on va faire une petite revue de presse de l'actu F1 aujourd'hui. J'ai sélectionné 3 sujets principaux qui m'intéressaient tout particulièrement. On va donc commencer par parler de Lewis Hamilton, que l'on verra en piste sous les couleurs de Ferrari fin février, à Bahreïn, à l'occasion des traditionnels tests d'avant-saison. Mais il aurait pu découvrir sa nouvelle écurie plus tôt. À l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi, les pilotes prennent généralement part à des tests de fin de saison. Ces tests ont différents objectifs qui varient d'une équipe à l'autre. Parfois, il s'agit d'analyser le comportement de certains composants, de pneus, ou tout simplement de permettre à des pilotes de s'acclimater à leur nouvelle équipe. Ce n'est pas une étape cruciale, ni obligatoire. Mais ça peut permettre de s'intégrer plus rapidement et de découvrir un nouvel environnement. Il faut savoir que tous les pilotes sont liés contractuellement à leur équipe jusqu'au 31 décembre, à moins qu'ils aient un contrat pluriannuel, évidemment. Si un pilote rejoint une nouvelle équipe en 2025, son employeur en 2024 peut décider de ne pas le libérer pour ces tests. En général, les écuries trouvent un terrain d'entente. Mais il arrive que pour une raison ou une autre, ce ne soit pas possible. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Lewis Hamilton. Pour résumer, il avait des obligations contractuelles avec plusieurs partenaires, notamment avec Petronas, qui accompagne l'écurie Mercedes depuis son retour dans la discipline, en 2010. Mais ce n'est pas pour autant que l'ami Lewis se la coule douce. Ferrari a en fait défini un programme de test bien précis, pour qu'il arrive à Bahreïn en février dans les meilleures dispositions. Il faut savoir que cette période de test privé est en fait très réglementée. Déjà, ils ne peuvent pas rouler avec la voiture de 2025, seulement avec des voitures d'au moins 2 saisons antérieures. 1000 km de roulage sont autorisés. Les tests ne peuvent pas durer plus de 4 jours, et ils doivent se dérouler sur un circuit qui a accueilli un Grand Prix de Formule 1 en 2024, ou alors, dans certains cas, sur le circuit privé d'essai de l'écurie. Enfin, le circuit choisi ne doit pas accueillir un Grand Prix de F1 dans les 60 prochains jours. Il y a donc beaucoup de contraintes, mais Ferrari semble avoir établi un programme qui correspond à ces critères. Je vous conseille la page Scuderia Ferrari FRA sur Twitter, qui relaie beaucoup d'informations importantes sur Ferrari, comme son nom l'indique. Ils ont décortiqué un article très intéressant de motorsport.com. Dans celui-ci, on apprend que Lewis Hamilton devrait effectuer son premier test à Fiorano entre le 20 et le 21 janvier, en fonction de la météo. Ensuite, fin janvier, il se rendra à Barcelone pour réaliser un second test sur un circuit de Formule 1 cette fois-ci. Dans le cas où les conditions climatiques ne permettraient pas de réaliser ces tests, Ferrari a mis en place un planning qu'il qualifie d'élastique, afin d'effectuer ce roulage quoi qu'il arrive. Ce sera bien entendu un moment historique pour Ferrari et pour Lewis Hamilton. Mais je ne pense pas que beaucoup d'images de ces tests filtreront. Ils ont pour habitude d'être assez secrets en ce qui concerne ce genre de tests. Et j'imagine que là, ils le seront encore davantage, puisqu'il s'agit de la première de Lewis Hamilton. Ferrari a également annoncé une nouvelle quelque peu surprenante de prime abord. Ils dévoileront leur monoplace de 2025 à Fiorano le 19 février prochain. Mais comme vous le savez peut-être, la Formule 1 cette saison innove. Ils présenteront toutes les monoplaces lors d'un seul événement, qui aura lieu le 15 février prochain à Londres. Alors pour préciser, toutes les écuries sont autorisées à faire une présentation complémentaire à celle de la F1. C'est d'ailleurs tout à fait possible que d'autres imitent Ferrari, et on en saura plus ces prochains jours. Mais je me demande ce que Ferrari nous réserve ce jour-là.
Est-ce qu'ils vont nous dévoiler simplement une maquette le 15 février, puis la vraie voiture entre guillemets le 19 ? On verra bien, mais je doute franchement qu'ils nous montrent absolument tout, surtout à l'aube d'une saison qui s'annonce particulièrement serrée. Une dernière chose en ce qui concerne Lewis Hamilton et Ferrari. Plusieurs articles rapportent qu'il s'est en fait rendu à Maranello à de nombreuses reprises cette saison, avec l'accord de Toto Wolff. Fred Vasseur n'a pas voulu donner beaucoup de détails en ce qui concerne la teneur de leur rendez-vous, ce que je comprends parfaitement. Mais ça a le mérite de nous montrer une chose. Hamilton semble extrêmement déterminé à réussir chez Ferrari. Et j'espère vraiment que lui et Charles Leclerc disposeront d'une monoplace capable de se battre pour la victoire sur l'année entière. Voilà en ce qui concerne les nouvelles autour de Ferrari. À présent, dirigeons-nous du côté de Red Bull, qui a connu un championnat constructeur 2024 compliqué. Max Verstappen a remporté le championnat, mais pour aller chercher un 5e titre au pilote, il est clair qu'il aura besoin d'une voiture bien meilleure. Et celui qui en parle le mieux, c'est sans doute Verstappen lui-même. Dans une interview accordée aux médias néerlandais de Telegraph, il a adressé beaucoup de critiques en ce qui concerne le niveau de sa monoplace en 2024, puisque selon lui, Red Bull n'a aucune chance de remporter le championnat en 2025 s'ils poursuivent la même structure de développement. Il déclare ensuite que sa voiture était un enfer à piloter pendant une bonne partie de l'année, et les faiblesses sont facilement identifiables. Il y a un gros souci d'équilibre. La RB20 avait un vrai déficit de performance dans les virages lents, et les passages au niveau des vibreurs étaient cauchemardesques. Il avoue d'ailleurs que le début de saison de Red Bull n'était peut-être pas aussi bon que ce qu'il paraît. Dès les premiers tests, il a senti un certain malaise dans cette voiture. Il ne la trouvait pas aussi performante que celle de la saison précédente. Après, c'est difficile d'être aussi bon que la RB19, mais c'est vrai que son ressenti diffère particulièrement de celui des observateurs, pour la plupart. Selon lui, c'est surtout ses concurrents qui ont raté le coche en début de saison. Mais progressivement, ils ont su rattraper leur retard, jusqu'à les dépasser en milieu d'année. Il identifie ensuite le Grand Prix de Monza comme moment clé de la saison, puisque c'est là qu'il a pu aider son écurie à choisir la meilleure direction de développement. C'est certain qu'il y a eu du mieux au retour de la pause estivale. Verstappen a remporté 2 Grands Prix, au Qatar et au Brésil, plus une course sprint. Ce n'était pas dans ses standards habituels, mais suffisant pour s'assurer son 4e titre mondial. Le discours de Max Verstappen est assez incisif, mais pas forcément si différent de celui de ses supérieurs. Pour motorsport.com, Pierre Waché s'est fendu de commentaires similaires. Il a également pointé du doigt le déclic intervenu lors du Grand Prix de Monza, qui a permis à Red Bull de conserver le titre de Verstappen. Il se dit lui aussi assez pessimiste quant à leur chance de titre en 2025. Vu leurs ressources à disposition, il ne sait pas s'ils seront capables de combler leur retard par rapport à McLaren et Ferrari, notamment. Il estime donc qu'il faudra rester soudé et concentré face aux nombreux défis qui s'offrent à eux en 2025. En vrai, ces propos sont peut-être une façon de garder ses troupes motivées, surtout après une année aussi difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il pourra compter sur un temps en soufflerie plus important que McLaren et Ferrari, puisqu'ils ont terminé 3e du championnat constructeur. À eux d'en faire bon usage et de combler leurs lacunes. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire à propos de Verstappen. Je pense qu'il sera très attentif aux offres d'autres écuries cette année, en vue de 2026. Dans les médias allemands et autrichiens, il a répété sa volonté de poursuivre son aventure chez Red Bull, au moins jusqu'au bout de son contrat, en 2028. Mais il a également précisé qu'il a envie de disputer d'autres compétitions dans le futur, notamment les 24 heures du Mans, mais aussi du GT. D'ailleurs, il fait bon de noter qu'il a sa propre équipe de GT3 et aussi de DTM. Dans le futur, il a donc envie d'évoluer dans un groupe qui lui permette d'accomplir ses objectifs. Ça pourrait être chez Ferrari, chez Mercedes, chez Aston Martin, voire chez Red Bull, qui sait. En tout cas, cette saison sera déterminante pour son avenir, assurément. On part à présent du côté d'Alpine, où des déclarations de Flavio Briatore m'ont interpellé. Le dirigeant italien a accordé aux Parisiens une longue interview, publiée le 22 décembre dernier, où il évoque plusieurs points d'intérêt de la saison de l'écurie française. Dans cette interview, Briatore parle d'abord de l'abandon du moteur Renault. Bien qu'il ait gagné plusieurs titres avec Viry, dont 6 championnats du monde, il estime qu'il était temps de tourner la page. Des déclarations qui vont dans le sens de ce qu'il a partagé aux médias allemands Amous, où il ajoute que peu importe le moteur, l'essentiel pour lui est de gagner, et qu'il n'est pas là pour faire du sentimental. Gagner, c'est ce qu'il veut. Et il a annoncé dans cette interview un objectif particulièrement ambitieux. 2027, c'est l'année où Alpine doit pouvoir se battre pour le championnat à nouveau. Selon lui, il est en train de mettre en place des changements qui doivent lui permettre de réussir ça. On pense notamment au moteur Mercedes en 2026, à une restructuration majeure à Viry et à Enstone, également au recrutement de personnel expérimenté, comme le directeur technique, David Sanchez, et également la mise en place d'une équipe concentrée uniquement sur 2026. Honnêtement, il n'y a rien de différent par rapport aux autres écuries, sauf peut-être celle avec le moins de budget. Mais lui, il y croit dur comme fer. Selon ses dires, la voiture de 2025 est déjà une demi-seconde par tour plus rapide que celle de 2024. Reste à voir si c'est vrai, et si ça leur permettra de s'installer dans le milieu de tableau. Bon les amis, on ne va pas se le cacher. Malheureusement, ce discours me rappelle celui de Laurent Rossi il y a quelques années. Il faut être ambitieux, c'est normal et c'est très bien. Mais exprimer ce genre de choses publiquement, avec autant de confiance, peut avoir de sacrées conséquences négatives si ça ne fonctionne pas. Outre ses propos particulièrement ambitieux, Briatore s'est aussi exprimé sur ses pilotes passés et futurs. Il a d'abord été très critique envers Esteban Ocon, qui avait selon lui déjà la tête à as après son podium au Brésil. Il l'a trouvé démotivé, et il juge que renvoyer à l'amiable le seul pilote qui a remporté un Grand Prix sous les couleurs d'Alpine était la meilleure solution.
Vous en pensez ce que vous voulez, c'est son avis, et il a tout à fait le droit de penser ainsi. Il n'en reste pas moins qu'ils ont totalement manqué de classe à son égard, et je pense qu'on se rejoindra là-dessus. Par contre, je suis entièrement d'accord avec lui en ce qui concerne Pierre Gasly. Il a salué ses très bons résultats en fin de saison. Sans lui, la 6ème place aurait peut-être filé à Haas. Il est vraiment heureux de pouvoir compter sur lui cette saison, et j'espère qu'il aura une voiture qui lui permettra de se montrer à nouveau. Une dernière chose, il a confirmé que l'avenir de Jack Doohan dans l'équipe était loin d'être assuré. Ils vont commencer la saison avec lui, mais il devra avoir un impact immédiat. Certains médias évoquent un contrat de 5 courses, et la possibilité d'un remplacement par Paul Aron ou Franco Colapinto après ça. On en a souvent parlé sur la chaîne, et ce sera assurément l'un des sujets chauds de ce début de saison de F1. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous attends en masse en commentaire pour commenter ces actualités et me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. C'est super important pour la visibilité et le référencement. Nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.